Hey, bonjour tout le monde, ici Coach F, Alexandre Frédéric Joly du Agile Launch for Business Agility en ce vendredi 30 avril, mesdames et messieurs. Oui, 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 on a un épisode spécial en français à part ça avec mon grand chum Yannick Cyr, que l'on salue. Alors, on Oui, va vous bonjour. faire un épisode 2 de Real DevOps, mais par la voix d'un administrateur système, c'est bien ça? On peut le définir comme ça. Ben, tu nous diras qui que tu es un petit peu avant de commencer, puis tout ça. Parce que c'est ça, c'est le fun. On a fait un premier DevOps. Ça a suscité beaucoup de commentaires. Je sais que tu es un de mes auditeurs en plus. Je te remercie beaucoup. Et puis, il y a eu d'autres développeurs, d'autres administrateurs réseau aussi qui ont écrit que c'était super le fun, la première émission qu'on avait faite en anglais de Real DevOps, mais que ça manquait peut-être d'une certaine objectivité ou d'un autre point de vue. Et comme vous savez, au Dare Real Agile, nous osons. Et puis là, ben, on va faire une première discussion plus objective, plus technique sur DevOps, mais je veux que ça soit vraiment là, avec tes expertises, tes expériences, parce que c'est pas avec les expertises que tu nous en parles, parce que voilà, c'est ça. Et je veux juste remercier encore une fois, c'est fou, sur YouTube, on a eu encore 15 nouveaux abonnés juste la semaine passée. C'est vraiment génial. C'est là que ça se passe d'ailleurs. Amenez-moi à 1000 pour que je puisse unleasher des nouvelles features. Puis je ne parle pas de monétisation. La monétisation, ça se fait comment? Vous m'envoyez des bitcoins, vous m'envoyez des Ethereum. Tous les liens sont dans la description en bas. Et puis, d'ailleurs, je remercie d'ailleurs Christine McKelfer de Suède qui m'a envoyé 0,00087 centièmes de bitcoin. Merci beaucoup. Et j'ai eu 56 euros. Pourquoi 56? A-t-il vidé son compte de banque? Je ne sais pas, mais il m'a envoyé 56 euros. C'est Patrick Lafincailleur de Suisse. Alors, j'ai des auditeurs, peut-être qui sont francophones en Suisse, mais avec un nom comme Lafincailleur, ils parlent peut-être plus anglais. Ou Pas de la allemand. Suisse allemande, hein? C'est ça. Mais bon, voilà. Mais c'est pas grave parce qu'on a quand même un certain auditoire québécois, français et belge. Alors, on les salue tous. Et puis, ben, Yannick, tu voulais nous parler de DevOps. Qu'est-ce que c'est DevOps pour toi? Moi, aujourd'hui, vraiment, je suis là pour toi. Tu es là pour nos auditeurs qui veulent en savoir plus sur DevOps, des mots. C'est vrai, je ne peux pas dire ingénieur, parce que j'étais plus en anglais, on dit engineer. Ils n'ont pas besoin d'un titre, mais toi, tu es ingénieur dans d'autres choses, junior, fait qu'on va faire attention même, parce qu'on sait qu'au Québec, maintenant, ça devient... Il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais Ah, c'est que bon, pour le bénéfice de tes auditeurs, c'est ça, j'ai une formation j'ai un bac en ingénierie, l'école polytechnique, aussi une maîtrise, ironiquement pas en informatique, mais quand même. Puis, donc, c'est ça, au Québec, pour ceux qui ne savent pas, bon, on a une corporation, donc l'Ordre des ingénieurs. Donc, le titre, c'est un titre qui est réservé et je ne fais plus partie de l'Ordre des ingénieurs. Donc, officiellement, je ne peux pas me donc, tu définir fais comme un partie du ingénieur. chaos. Tu fais partie du chaos informatique. Tu es un peu comme le gars dans Margin Call, je pense. C'est-tu le film Margin Call? Où c'était des rocket science qui travaillent pour la bourse en Ben, informatique. c'est qu'à la base, les gens en finance avaient comme leur background en informatique, en mathématiques est souvent très, très élevé. C'est des gens qui sont capables de trouver des modèles, puis de modéliser des théories qui ont en parlant de base de la physique, puis ils peuvent l'appliquer au monde de la science, donc pas de la finance, la science, mais de la finance. Exact. Donc, justement, c'est un peu ironique, on trouvait des gens en physique, en biologie, en d'autres domaines, autres que la science, mais dans le fond, peu importe le domaine dans lequel tu dis, si c'est en sciences, en ingénierie, ben, en ingénierie, tu apprends à résoudre des problèmes, qu'ils soient en informatique ou en toute autre circonstances. Donc, les méthodologies, l'approche pour résoudre un problème est le même. Donc, c'est ça. Donc, je suis un administrateur système qu'on pourrait définir. Depuis plus 15 ans, là, je n'ai pas fait le compte. Wow. Puis spécialisé plus dans le monde du logiciel libre, open source, Linux. Et je dirais dans les 5 dernières années, beaucoup plus au niveau de l'infrastructure, donc gestion des serveurs. Puis si on parle de DevOps, je serais dans la partie Ops du mot DevOps, qui est un mot qui est un peu galvaudé. L'entrevue que j'ai faite avec Ralph et Alexandre, que j'ai trouvé extrêmement intéressante, en général, ils ont bien défini un peu ce que c'était. Tu sais, de ma compréhension, le DevOps, c'est une culture à la base. C'est un peu comme tout le mouvement agile, puis qui vient de manifeste, ben, Mhm. il y a une situation, puis dans le fond, le pourquoi le DevOps est arrivé, c'est qu'à la base, si on parle d'une grande organisation,
les gens qui vont développer, ce n'est pas nécessairement les mêmes qui vont implémenter et mettre ça en production. Ce ne sont pas les mêmes. Les développeurs vont beaucoup plus. C'est les gens qui vont créer, de mon point de vue, c'est les gens les plus importants dans la compagnie. C'est ceux qui créent la valeur à la business. Donc, si tu as un logiciel dans tel ou tel domaine, puis il faut qu'un développeur ou des développeurs créent cette value-là, mais ce n'est souvent pas eux, dans des moyennes et grosses organisations, qui vont mettre les choses en production et les gens qui vont opérer à la base. Ben, un des principes, c'est que ton système soit stable. Tu n'as pas envie de te faire réveiller à 3 heures du matin parce que le logiciel est parti en ballon, excusez-moi, ou il commence à consommer toutes les ressources du serveur, puis l'ordinateur finit par crasher, puis malheureusement, ben, le logiciel n'est plus fonctionnel, donc tes clients internationaux ben, ils ne peuvent plus aller sur ton site, tu te fais réveiller, puis tu essaies de réparer. Donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est la réalité, là. On est dans. oh oui. Quand on parle de réalité objective, c'est pas juste, moi, j'ai une opinion sur une culture, c'est-tu une personne, c'est-tu une méthodologie, c'est-tu ça. Là, on est vraiment on a les mains d'un fil, comme on La dit. culture. Oui, mais c'est ça, Non, si mais on parle des autres, ce que je veux dire, c'est que, je ne sais pas si tu as remarqué souvent, parce qu'oublie pas, on était there real agile. Fait qu'on va oser se dire les vraies affaires, puis on va oser aussi, on va parler de réalité. On ne dit pas qu'on détient la vérité, mais on va parler de réalité. Puis moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que dans beaucoup de blogs, beaucoup de livres qui se fait en agilité lean, là, en général, puis là, il incorpore un peu de DevOps là-dedans, c'est que tout le monde parle un peu sur une forme subjective où c'est des grandes idées. Mais toi, je trouve que les points importants que tu amènes, c'est que tu me dis, non, un peu, il y a des personnes. D'ailleurs, l'agilité devrait s'ouvrir comme ça. On découvre des nouvelles façons de faire, puis on met les personnes en premier. Il y a des personnes qui se cassent la tête là, à s'assurer que les environnements, que ce soit pour les développeurs, que ce soit pour les gens de sécurité, tout ça, que tout soit fonctionnel. Quand on parle d'une des valeurs du manifeste agile, c'est, il disait aux autres, walking software. Yann, es-tu toujours là? Oh. Oui, je Working Software. Walking software over comprehensive documentation, mais en réalité, ça, on peut l'adapter au fur. Ça fait quand même 20 ans là, que ça a été écrit, puis oui, c'était des gigs en développement logiciel, mais l'idée, c'est que ce qu'on veut avoir, c'est un système opérationnel, des environnements opérationnels au-delà de n'importe quelle documentation, de n'importe quelle idée. Fait que moi, ce que j'ai aimé dans ce que tu as amené, c'est que là, tu nous parles vraiment de choses là, concrètes où tes utilisateurs, qu'ils soient ici ou à l'international, ils ont besoin d'accès, que ce soit bon. Alors, c'est qu'on fait vraiment ça pour des gens qui vont créer de la valeur, effectivement. Donc, c'est Puis un quand tu ramènes au niveau de la valeur, un des points importants, c'est les gens ont tendance à oublier, c'est que tant que ce n'est pas en production, ben, c'est dans une boîte de carton. Donc, tu peux avoir le meilleur produit au monde. Si tu le rends pas à tes clients et compagnie, ben, ça n'a pas de valeur. Donc, au la final, boîte de carton, tu fais ça comme le backlog, là? C'est ton image de. ben, pas nécessairement le backlog, là, mais je veux dire, on peut développer plein de choses en dev, en test, tout ça. Mais si au final, il n'est pas en production, ben, tes clients qui apportent des revenus à ta compagnie, qui payent ton salaire, qui payent tout le monde, ben, ils ne le voient pas. Donc là, tu as dépensé à développer quelque chose qui n'est pas là. Donc, je pense que aussi, au niveau du manifeste agile, je me souviens, on me rappelait toujours, bon, mais c'est beau, là, tous ces beaux concepts-là, tu as développé ça en dev et compagnie, mais c'est pas en production que tout ce que tu as fait n'a pas de valeur. Tu n'as pas fini ton cycle. Donc, au final, c'est ce que tu produis au final qui est important. Donc, c'est ça. Les gens des ops en. Toi, tu vois-tu les autres gens de IT? Parce que, tu sais, on va clairer un peu ça, là, parce qu'on nous dit, après 20 ans du manifeste, hein, un des 12 principes, c'est affaires et technologie qui travaillent ensemble pour le bien de l'expérience client, le client extérieur. On ne parle pas nécessairement du user, là. Mm-hmm. Mais on va être honnête, puis on n'aimera aucun client ici, là, ou n'importe quelle organisation, on n'est pas là pour ça, on ne veut pas faire ça. Mais on va être honnête, là, quand on se parle, on jase. C'est une conversation, hein, ce n'est pas des entrevues ou des Real Agile, c'est plus une conversation. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a encore des silos, il y a encore du monde, même à l'intérieur des IT, qui aurait besoin de plus d'agilité, qui aurait besoin de plus de lean. Et puis, ce que tu viens de dire là, c'est que ça me donne l'impression, quand je me rappelle dans certaines organisations où les développeurs, on leur met des restrictions ou des contrôles parce qu'ils ne respectent peut-être pas toutes les règles. Là, tu me parleras plus technique. Là. Moi, j'allais dire des scripts, mais c'est peut-être au-delà des scripts là, sur comment un développeur devrait être autonome à gérer son propre environnement
versus ce qui peut être fait dans un sandbox versus. Fait que comment la collaboration doit se faire là-dessus. Puis dans le fond, là, tu me disais, ah oui, ils vont s'amuser pendant je ne sais pas combien de temps à faire des trucs dans l'environnement de dev. Là, quand tu le pousses en production, ça n'a rien à voir avec le produit qui était supposé être fait. Et puis, donc là, on peut se poser la question, était où la definition of done? La définition de terminé, excuse, en français. Puis, comment ça se fait qu'on n'a pas impliqué des gars comme toi dans le processus? Parce qu'il y a peut-être une interrelation avec... puis là, c'est ça, on parle juste de créer des environnements pour des gens qui doivent Ça produire. dépend toujours de ta façon de gérer ton produit à l'interne. C'est sûr que si tu fonctionnes plus comme un produit, tous les intervenants sont importants. On parle des ops, on parle des devs, on peut parler aussi de la sécurité. Mais si tout le monde travaille comme en silo, parce que si tu es en silo en général, c'est pas nécessairement mauvais, mais si tu es en silo, c'est que tu n'as pas toujours les mêmes objectifs. Hein, je faisais la comparaison du développeur. On lui dit, ben écoute, il y a telle feature qui doivent être développées parce que là, on a un nouveau marché à développer. Puis, tu as les gens de sécurité qui disent, ben là, attention, là, parce que si on ouvre trop les portes, on pourrait se faire pirater. Puis, tu as les gens de Ops qui disent, ben là, moi, j'ai 10 serveurs, j'ai ça de capacité. Toi, tu m'arrives avec un produit, puis je ne suis pas au courant, puis je suis pas capable de répondre à tes besoins. Tu sais, c'est comme les ops, je les compare souvent à les routes, les ponts. Tu sais, c'est par eux-mêmes. L'infrastructure, c'est ça. C'est pour ça que je trouve que j'aime bien le terme infrastructure. Ça dit ce que ça veut dire. Les routes, les ponts, ce que vous voulez, par eux-mêmes, ben, ça n'apporte pas de valeur. Mais c'est ce que les gens passent, s'ils passent dessus pour amener les marchandises, amener l'intelligence des gens au centre-ville, par exemple, dans une ville comme Montréal, ben, c'est ça, mais les deux sont complémentaires. Si Au tu n'as pas de Québec, pont pour il y a bien ça le mot livraison. En anglais, on utilise moins souvent. Delivery, oui, il y a un meaning à ça, mais il est souvent accompagné de la valeur que tu parlais tantôt. Alors, fait que là, au Québec, souvent, moi, j'assiste souvent à des réunions comme consultant, comme coach agile. Puis là, je vois, puis dans le fond, le Scrum Master, il devrait être là pour dire, attends un peu. Moi, si je veux une équipe gagnante là, pour le livrer ton produit, là, que ce soit n'importe quel produit, là, financier, loterie, assurance ou même quelque chose qui n'est pas tangible, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de créer une équipe qui s'entend, puis qui, tu sais, on parle souvent de ça que dans la, je ne voudrais pas dire la théorie, mais ce qui est fortement suggéré quand tu montes une équipe Scrum, mettons, pour nommer le framework le plus populaire, ben on dit on va créer une équipe multifonctionnelle. Puis ouais, moi, j'ai eu l'occasion, en ayant travaillé aux États-Unis, de voir du vrai Scrum que j'ai jamais vu à Montréal. Je vais être bien honnête avec toi, c'est-à-dire que toi, tu ferais partie d'une équipe Scrum. Peut-être pas une équipe Scrum, parce qu'évidemment, tu as une spécialité qui fait en sorte que tu peux être plus au niveau enterprise. Là. Je sais pas, corrige-moi si je me trompe. Ça dépend un peu comment tu Ça vois dépend tes des choses. contextes. Okay. Ben, c'est Si ça. tu gères, exemple, en plus en fonction du produit qui va de bas en haut, c'est-à-dire du besoin du client du développement jusqu'à la mise en production, incluant l'intégration, ben oui, les gens des Ops peuvent être là, puis les gens de Sec peuvent être là. C'est pas juste les développeurs parce que, Okay. tu sais, moi, au final, j'en reviens toujours tu sais, si on parle de DevOps, ça, tu sais, on va souvent dire qu'il faut briser les silos, papa ci, papa ça. Je vais dire oui, mais peut-être qu'il faut aussi tout simplement augmenter la fluidité. Oh, Fluidité, ça veut dire que si tu vois tu sais, à un moment donné, on peut faire la comparaison. Mettons, tu as un médecin généraliste, il a étudié, il a fait son doctorat comme tout le monde, puis tu as un cardiologue. Je donne un exemple. Ben, lequel tu vas prendre pour t'opérer à cœur ouvert? Ben, ça se peut que si tu veuilles le cardiologue, ça n'enlève rien au médecin de famille qui est peut-être, ou médecin généraliste qui est important dans la chaîne, mais à un moment donné, tu as besoin aussi de spécialistes. Tu ne peux pas juste dire ah, ben là, il faudrait que tu développes, il faudrait que tu fasses aussi des ops, des ça. C'est correct d'être généraliste, puis c'est correct de connaître, mais à un moment donné, on a des forces dans la vie. Tu sais. Je veux dire, le travail des gens comme moi en infrastructure, c'est pas la même réalité que le développeur. Puis moi, je serais un très, très, très mauvais développeur. Ça ne veut pas dire que je ne connais pas les technologies, puis je ne peux pas avoir un débat intéressant avec mon collègue du développement. ouais. Mais justement, je pense qu'on n'a pas adressé celle-là. C'est comment tu définirais, parce que dans l'autre émission, je les avais laissé un peu dire leur définition. Puis moi, j'étais arrivé avec mon extrait d'un open space qui avait été fait avec justement des ingénieurs informatiques, des développeurs, des sysadmins,
autour de Mike Loukadis. Hein, Mike Loukadis qui avait fait un livre plus moderne là, que celui de 2007 là, qu'on nous parlait, ou qui appelait tout simplement ça What is DevOps? Puis c'est une définition entendue dans un open space. Je ne sais pas si tu t'en souviens, je ne vais pas la remonter ici aujourd'hui, là, mais qu'il y avait une définition assez objective. Il ne disait pas que c'était la définition, mais toi, avec ton expérience et le domaine justement d'infrastructure dans lequel tu es, puis partage-nous si tu as fait partie ou pas d'une culture DevOps ou d'une équipe DevOps. Je veux t'entendre là-dessus. Je voudrais avoir là, pour notre librairie de There Real Agile la définition par un technologue. Là. Tiens, un technologue, je trouve ça beau. Définition, je veux dire, contrairement, mettons, au mouvement de l'agilité, il n'y a pas eu ce qu'on appelle un manifeste. Il n'y a pas eu comme, je ne sais pas combien qui était, une vingtaine de personnes quand ils ont fait le manifeste. Hein? Il était 17. 17, bon, je ne sais pas loin. Donc, c'est pas un ensemble de personnes à la base qui se sont dit, hey, là, on a un problème, entre autres entre les ops et les devs, mais ça va aussi entre le product owner, le client, l'intégration. On ne s'est pas dit ça. C'est que... Il y a des organisations qui ne s'entendent même pas sur le product owner, il vient-tu des TI ou des affaires. Donc, déjà, il ne reprend pas de définition. Moi, je pense au final que c'est une culture, c'est-à-dire qui met en place, qui essaie justement d'augmenter, si ce n'est pas de briser les silos, au minimum d'augmenter la fluidité entre les différentes étapes, puis au final, d'augmenter la rapidité, la vélocité je reprenais du business value à la fin. On veut augmenter ce qu'on peut apporter à la business le plus rapidement possible et idéalement aussi de qualité. Donc, moi, c'est plus une culture comme ça que c'est pas un poste. Je veux dire, moi, quand j'entends des gens qui se présentent comme je suis DevOps ou je fais partie d'un département DevOps, excusez-moi pour les éditeurs, mais je saigne du nez. Là, je fais comme, attends, là. Vas-y. Les gens vont dire, ben là, par exemple, il faudrait faire plus d'intégration, du CI/CD, des tests, des ci, des ça. Là, tu dis, attends, ben là, pour moi, c'est un intégrateur que tu parles. Quelqu'un qui va faciliter le travail de déploiement des devs puis pour le pousser en ops. C'est pas un poste, c'est un poste qui existait déjà. Mais cependant, la culture DevOps, on va dire, ben, comment je peux accélérer la vélocité? C'est-à-dire que, est-ce qu'en automatisant certaines choses, en permettant aux développeurs de pouvoir, à la limite, être en plein contrôle du déploiement du début à la fin, pour moi, ça commence à sembler à la culture DevOps. Ça, c'est des gars comme toi qui amèneraient ces outils-là ou qui développeraient, qui permettraient à l'infrastructure de faire ça, de l'automatisation. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de clients, surtout dans le Canada français, ça déborde un peu le Québec, mais ils ont cette mentalité-là. Pour eux, DevOps, ils vont le définir justement comme juste l'outillage d'automatisation. Oui. Ça, c'est le gros défaut parce que souvent, quand tu vas arriver sur des plateformes comme YouTube, puis tu cherches DevOps, là, tout ce qu'ils vont vous parler, c'est des outils. Okay. Puis les outils à la mode. Hein, on va se le dire, les outils à la mode de DevOps il y a 3 ans ne sont pas tout à fait les mêmes qu'ils sont maintenant. Donc, puis ça tourne souvent autour de l'automatisation, qui est une très, très bonne chose. On parlait d'accélérer la vélocité. Donc, c'est sûr que si tu es capable d'automatiser puis d'avoir un truc qui est reproductible, ben, c'est sûr qu'au final, ça va être bon, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'améliorer la vélocité et aussi la qualité et tout ce que tu veux avec. Donc, il y a des gens qui vont s'écrier, surtout mes joggers, je m'adresse à ceux qui courent en écoutant mon podcast, ils vont dire « Hey, attends un peu les boys, vous simplifiez ça en tabarouette. » Puis moi, je voudrais t'entendre là-dessus parce que la dernière fois, on allait un peu dans toutes sortes de définitions, on a rentré l'AI là-dedans à cause d'automatisation puis tout ça. Mais toi, je t'écoute puis je me dis, mon Dieu, puis tu es un gars technique qui a les mains dans le fil, qui a les mains dans... Je sais pas, tu fais pas de code, mais tu as quand même accès à des consoles qui te permettent de... Écoute, quand même... dans le travail de tous les jours, dire que je ne développe pas, je vais mentir. On parle de script. Un script, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est carrément un programme dans un langage qui n'est pas compilé, c'est-à-dire qui n'est pas transformé à la base tout de suite en 1 puis 0 que l'ordinateur comprenne. Donc, c'est plus un fichier texte que tu vas pouvoir lire puis comprendre, puis tu peux modifier rapidement, puis relire, puis ça facilite le travail. Puis du script, là, ça existe depuis
que l'informatique moderne existe. Là. Il n'y a rien c'est rien de nouveau. Là. Juste le C'est juste modem que, ou avant, quand c'était juste des gros ordinateurs qui étaient plus gros que la maison à côté de moi, là? La compilation, là, tu parles? écoute, aussi moi, je pense que ça vient avec. Là. Les deux OK. venaient avec. C'est que souvent, par exemple, dans mon monde à moi, on va utiliser ce qu'on appelle un interprétateur de commande. Euh, pour ceux qui sont moins familiers, vont penser que je fais du DOS à cœur de journée, Oh, des wow. lignes de commande. OK. Mais c'est ce que je fais à la plupart du Qu'on cœur voit de dans journée. le début de Matrix, là. Up through, Genre, je tape un des genre de commandes, Linux, là. là. Un genre de Il y a Unix. des gens qui vont prendre des interfaces graphiques. OK. La plupart des gens qui font de l'administration plus du côté Linux, puis de même de plus en plus de Windows, ben, ils vont utiliser les lignes de commande parce que, d'une part, c'est plus rapide, puis c'est plus efficace. Mais du moment que tu commences à faire 2, 3, 4, 5, 50 commandes, ben, tu es capable. Si tu les mets dans un script qui va juste répéter les mêmes commandes que tu as faites, ben, c'est déjà un script. Donc, tu sais, ça vient depuis le début où on pouvait taper des commandes. On s'est rendu compte, ben là, tant qu'à les taper à chaque fois, est-ce que je pourrais les mettre dans un fichier, puis une après la suite de l'autre, puis les rouler à chaque fois? Tu sais? Ben, ça part de là, On l'automatisation. Là. utiliserait souvent ces commandes-là de toute façon. Fait que ça sert à Oui, rien. surtout si Ça tu sert à as rien de 10 les commandes à réécrire à faire chaque pour fois. des. Mettons que tu as, un site web, là, puis pour le déployer, tu as 20 commandes à faire. Ben, tu peux les taper à la fois, à chaque fois. Fort probable que tu vas te tromper. Si tu tapes aussi bien que moi, tu vas passer ton temps à faire backspace parce que je suis quasiment dyslexique des fois que si je le mets dans un fichier puis qu'au final, ben, il fait exactement ce que j'ai besoin, ben, je viens déjà avoir la première pierre de ce qu'on appelle l'automatisation. Donc, l'automatisation, ce n'est pas une fin en soi, c'est pour s'aider. Des gens paresseux comme moi, on se dit ben, pourquoi je me taperais 20 commandes à chaque fois? Mais non, je vais me Fait faire que un c'est pour script. ça qu'on a l'impression en t'écoutant que toi, tu simplifies ça bien plus que des gens d'affaires, des clients ou des recruteurs même qui se cassent la tête à trouver la personne qui va rentrer dans un moule de DevOps Ben, avec de la c'est simplification. parce qu'encore là, le mot DevOps est très trompeur. Tu sais, Mhm. pourquoi de où que ça vient? Je pense que Ralph en parlait la dernière fois. Ça vient de conférences en Belgique. Puis je pense une des conférences, pas des conférences, mais des présentations s'appelait 10 Deployment by Day. How to, je pourrais le chercher là, exactement, how to, je suis en train de chercher Mais 10 deployment by day parce que j'ai cherché pour être sûr. Là. 10 deployment by day, Developer and Ops Corporation at Flickr. C'est OK. carrément ça. Donc, Flickr, à le site l'époque, de photo ou c'est autre chose? le site de photo. Ah ouais, OK. Puis, oh oui, parce que dans le fond, puis là, quand il est arrivé avec ça, là, hey, déployer 10 fois par jour, à cette époque-là, t'es comme, t'es-tu malade? Ah ouais, là, on D'habitude, là, sortit d'Amazon, il ça prend déploie. un release manager. Ah Toutes ouais. les features ont été testées. Tu en as pour Fou, hein? des années avant de passer à la version Hey, 2. puis ça fait juste 14 ans, ça, là. Oui, c'est ça. Ben, 2007, 14 ans. Non, c'est en 2009, celle-là. Mais en tout cas, peu 2009, importe, on est OK. dans la dizaine Mais, d'années. Là, tu sais. mais moi, c'est drôle parce Puis que là, la première fois que j'ai entendu parler de DevOps, c'est à peu près dans ces années-là, 2008, pendant la dernière crise financière un petit peu. mhm. J'avais été à une conférence bon, de hackers et de sécurité, puis il y avait du monde de Linux, il y avait du monde. C'est ça que j'ai rencontré les premières tables de Bitcoin. Je pense que le white paper n'était même pas écrit du Bitcoin, qu'il y avait quand même déjà une table dans cette conférence-là. OK? Puis et là, il y a des gens qui parlaient, ils disaient peut-être pas le mot DevOps, mais ils parlaient de l'unification des programmeurs et des gens d'opération. Et OK? puis dans les faits, les conférences qui étaient un petit peu avant, ben, on parlait d'agilité, de déploiement d'infrastructures et compagnie. Donc, déjà, Ouais. tout le manifeste agile avait déjà eu un certain impact. Puis, Ouais. c'était rendu, je pense, pas un enfant, une progéniture nécessairement du manifeste, mais c'est comme les gens techniques disent hey, on a ça. Ouais. Comment on peut vraiment l'appliquer? Tu sais, c'est sûr qu'au début, tu regardes ça, c'est plus pour le développement, du moins à la base quand tu le vois initialement. Puis c'est des gens qui ont dit bon, comment on peut appliquer, dans le fond, ces mêmes principes-là? Puis au final, un des problèmes, tu sais, on parlait d'équipes multifonctionnelles, ben, dans le fond, ça vient un peu de ça, se dire ben, si les devs et les ops travaillent ensemble, c'est-à-dire que moi, en tant que partie des ops, ben, j'essaie de comprendre ce que le développeur a besoin pour accélérer. On parlait encore d'augmenter la vélocité. Comment je peux Ouais. l'aider? Puis, d'un autre côté, ben, comment la partie des devs peut m'aider dans mon travail?
faciliter mon travail. Si tu développes quelque chose qui va être stable et fonctionnel, va tenir compte des capacités, puis que tu es au courant, ben, tu vas probablement développer autrement que si toi, tu développes et si tu lances ça dans une bouteille dans la mer, dans C'est là que l'univers. j'allais te dire, parce que, tu sais, il ne faut pas voir le manifeste du 13 février 2001 comme une fin en soi. Il faut comprendre que les 17 développeurs, puis les 17 consultants qui se sont rencontrés en Utah à ce moment-là, hein, dont tu sais, mon mentor que j'aime beaucoup, puis qui est un des premiers qui nous a quittés, ça faisait peut-être depuis le milieu des années 90 qui s'engueulait déjà à savoir c'est quoi la meilleure méthode pour livrer de la qualité. Parce que tu avais le clan qualité anarchique, puis tu avais le clan fonctionnaliste vélocité. OK? Ça s'est toujours cogné parce que tu me parles, une couple de fois, tu dis vélocité, puis tu sais, mes auditeurs qui me suivent et qui ont entendu mes autres émissions, ils savent que pour moi, ça, là, puis je suis un grand scrumaliste, hein, tu le sais, je ne me gêne pas. Et en scrum, on se calisse de la vélocité. Ce n'est pas la vélocité le premier objectif d'une équipe multifonctionnelle et gagnante. C'est ouvre tes oreilles, écoute ce qu'on a besoin, crée une définition terminée, assure-toi que tout le monde est prêt, puis livre ce que tu es capable de livrer dans l'itération X. Puis moi, à un moment donné, je me souviens je pense que c'était mon premier Scrum Alliance à Boston. J'avais eu la chance de rencontrer la première fois Jeff Shutterland. Il y avait Ken Schreiber qui était là, il y avait Jim Highsmith. En tout cas, j'étais comme complètement fou, là. Tu sais, je ne suis pas un groupie, mais il y avait quand même 4-5 des co-signataires. Je pense que Ron Jeffrey était là. Puis Ron Jeffrey, rappelle-moi, c'est le gars de. Non, c'est pas le gars d'XP, ça. C'est Ken Beck, le gars d'XP. Mais en tout cas, Ron Jeffrey, je pense que c'était un gars d'Extreme Programming aussi. Mais fait que là, eux, ils ont commencé à dire. Puis là, c'est avant le fameux exemple du livre belge qui aurait connu le terme. Mais eux, ce qu'ils se disaient, puis ils m'avaient fait bien rire. Jim Highsmith, c'est un des gars les plus conservateurs. Hein, c'est un grand journaliste informatique qui était un consultant d'affaires, à peu près de la trempe des Steve Denning. Si tu connais Steve Denning. Probablement plus de noms, mais pas Est un particulièrement. consultant en affaires informatiques. C'est le père du Radical Management. C'est lui qui a dit au mois de février passé, avant la crise du COVID, puis qui a réécrit ça dans un article en avril 2020 dans Forbes Business IT. Il a dit Only the agile will survive this decade. OK? Puis lui, là, agile, il met tout dedans. Puis ces gars-là, maintenant, on avait un petit lunch là, entre les conférences du Scrum Gathering. Puis là, ça, je pense que c'est 2006, 2007, je pense. Puis là, ils ont dit, là, c'est bien de valeur, là, ça fait 5 ans, on s'est entendu sur 4 valeurs, 12 principes qui aident à prendre des décisions d'affaires et technologiques pour mieux travailler ensemble. Tu vois, il n'y a pas de mot qualité ou vélocité. Tu sais, on peut-tu travailler ensemble puis casser silo? Puis, ils ont dit là, on commence à se rendre compte que plus il y a de gens qui appliquent ça, ces valeurs-là, avec les frameworks que tu voudras, Extreme Programming, Pair Programming, elle est là, ta vélocité, même bien plus que Scrum, je trouve. Parce que Scrum, des fois, ils vont s'arrêter, ils vont faire des spikes, tu vas avoir des sprints de spikes où ça jase. Là. Fait que pendant ce temps-là, les gars des Ops, ils ont le temps, ils ont le temps de niaiser. Mais avec Extreme Programming, il n'y avait pas le temps de niaiser. Puis c'est pour ça que je te dis, je pense que c'était Ron Jeffrey qui disait Hey, guys, il va falloir que ces gens-là travaillent ensemble. Dev et Ops travaillent ensemble parce que c'est plus dans le projet classique, tu arrives à ton jalon où est-ce que là, le project manager, il s'en venait rencontrer ta gang là, au 12e étage, mettons. Là. Bon, ben voici un nouveau produit, voici une nouvelle spec. Et si vous avez des appels de support, ben ça va marcher. Non, non, non. Ça, si tu livres l'itératif avec du MVP, hein, du Most Valuable Product, ça veut dire que tes gars d'Ops ou qui répondent à du support, ils ont déjà un versioning dans le Release Manager. Déjà à l'étape 1, à l'étape 1, au premier, il y a déjà quelque chose, donc tu ne pars pas de rien. C'est ça. Fait que moi, j'avais aimé ça. Mike Bidon, un moment donné, il finit de manger puis il dit OK. Fait que, il dit dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que Lean, c'est le père, Agile, c'est la mère et DevOps, c'est le TQ. Parce qu'elle veut pas. Quand une entreprise est sérieuse dans son adaptation du lean thinking ou de l'agilité, ben, ça fait qu'à un moment donné, les opérations, ils crèvent. Là. Fait que, il a fallu qu'on leur fasse quelque chose pour les apprendre à mieux travailler ensemble, je te dirais. Oui, mais ça revient toujours à ça. C'est pour ça que, comme je parlais tout à l'heure, une des façons, ben, c'est de voir gérer produits par équipe de produits. Donc, tu as des devs qui vont au niveau de fonctionnalité, les gens des ops, puis tous les autres, on va dire, partenaires, ça va jusqu'au monde du marketing, product owner.
c'est d'arrêter de toujours picher dans le cours de l'autre. Hey, j'ai fini mes affaires, regarde, débrouille-toi avec ça. Tu sais. C'est un peu qui est la grosse problématique, puis d'arrêter que les gens soient toujours surpris quand il arrive de quoi ou que quelqu'un travaille dans son coin. Puis je veux dire, j'ai eu un incident la semaine. D'ailleurs, on fait cette discussion-là plus tôt, puis il est arrivé un incident dans une personne de la sécurité qui a essayé de mettre un produit en place, puis qui faisait ça un peu sous-marin, puis elle a créé un incident, un faux positif, c'est-à-dire qu'elle a commencé à détecter des comportements bizarres. Puis là, écoute, bon, avec tout ce qui s'est passé au niveau de la sécurité au Québec, on se souvient de l'histoire de STM et compagnie, mais là, les gens sont un petit peu plus craintifs, que là, ils achètent des logiciels, puis le logiciel dit, ben, écoute, tu as un comportement bizarre, je trouve pas ça bizarre, ça a commencé à peu près à telle date, puis ça monte. Oh. Là, écoute, je te dirais qu'au final, on était peut-être une trentaine ou cinquantaine de personnes qui ont essayé de trouver la cause du problème. On était sûr qu'on s'était fait pirater, puis là, l'encryption s'en venait dans les heures, puis tu sais, C'est parce que les logiciels de sécurité envoyaient des fausses alertes, des faux positifs. Ben, on voyait des comportements bizarres, on va dire, dans les journaux, puis c'est des comportements suspects. Ils essaient de contacter des sites web avec qui finissent par, je vais dire n'importe quoi, là, XYZ patate bleue. Là, je donne un exemple. Là. Puis là, on dit, ah, ça a l'air bizarre, ça a l'air des sites hein? qui ont un malware. Ouais, Yann? Oh, on a-tu perdu Yann? Moi, j'ai embarqué le serviteur, puis... Attends un peu, parce que tu débarques depuis quelque temps. J'ai remarqué, mon Zoom me dit que tu as un problème de connexion de ton côté. Je serais étonné, mais en tout cas, je suis désolé pour... On parle de DevOps. Non, parce que la console, elle m'a avisé, il y a quelque chose là. OK, ben, juste résumé. Donc, ouais. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une équipe qui a travaillé en silo, dans ce cas-ci, la sécurité. Puis, ils ont activé un comportement sur un logiciel de sécurité, puis ça a pris des mois avant qu'on voit un impact, mais on n'était pas au courant. Puis, ça a fait une crise, un faux positif majeur. On a eu une cinquantaine de personnes qui ont dû travailler pendant une journée. Oups. Qu'est-ce que c'est, puis comment ça, on se fait attaquer? Pourrais-je activer? OK. Attention un petit peu. Moi, je te vois, ça... Ce sera pas long, les amis. C'est ça la beauté du live, mais moi, j'ai rien d'ouvert à part ce qui joue en arrière de moi. C'est un ami de Van Bell qui s'excite. J'ai rien d'autre qui joue. J'ai pas. T'as un peu ici, non. Notamment GarageBand, c'est pour le podcast. Puis encore une fois, Zoom me dit que l'utilisateur YCY, c'est toi ça, semble avoir un problème de connexion. Alors, je ne sais pas. Puis, Écoute, comme je t'ai dit, puis là, on peut faire un petit test. I don't want to be the bitch, but toute la semaine, c'était comme ça. Tous mes appels Zoom avec le Québec, j'ai eu des problèmes. Mes appels en Chine, mes appels au Brésil, mes appels en Europe, aucun problème. À chaque fois que j'avais le Québec, c'est sérieux, c'est bizarre. C'est bizarre. Avec Zoom, là, je ne parle pas d'autres applications parce qu'on s'est parlé justement avant hier c'était sur WhatsApp, on n'avait aucun enjeu. Peut-être qu'on aurait dû faire ça sur WhatsApp finalement. Ouais, ça le fait. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Là. Bon, c'est pas grave. Écoute, tu le vois? Ça fait partie de l'authenticité. Il y en a qui disent que ça va être broche à foin. Moi, on coupera au montage au pire. Peut-être, on gardera ça. On est plutôt dans tout le monde en rêve ici que dans d'autres choses. Mais l'idée, c'est que je pense que, à la limite, juste peut-être, si tu te souviens de ce que tu disais, parce que moi, Donc, dans les faits, bon, je vais répéter. Au pire, tu couperas son montage. C'est ça, exact. Donc, c'est ça. Je veux dire, il y a eu un incident cette semaine que je travaille. Puis, parce qu'une personne d'une équipe de la sécurité a activé dans son coin une fonctionnalité il y a quelques semaines, mais on a vu l'impact seulement dernièrement, bien, ça a mis en branle une trentaine, peut-être cinquantaine de personnes. Je ne sais pas encore. On va avoir des briefings la semaine prochaine là-dessus. Puis, au final, pour se rendre compte que si la personne avait dit c'est vrai, j'ai activé quelque chose, mais je ne vous en ai pas parlé parce que je ne pensais pas qu'il y avait un problème. Écoute, non, OK, regarde, on parle de DevOps, on parle d'agilité, on parle de fluidité entre les départements. Là. Oui, mais on se rend compte que, tu sais, l'humain, là, c'est pour ça que je te disais tantôt, j'aime ça parler avec les gens plus technologues,
plus pragmatique, si c'est des bons termes, ou plus cartésien, parce que vous ne vous enfargez pas dans les fleurs de choses, mais puis vous nommez les choses telles qu'elles sont. Puis tu sais, une des valeurs de Scrum, qui est le courage, on demande aux gens de tout métier confondu d'être transparent. Puis la transparence, ça ne veut pas dire de parler de tout, mais des choses qui sont importantes à l'équipe ou au produit ou peut-être à l'organisation. Fait que ça, moi, je trouve que peu importe dans quelle approche, dans quelle culture technologique ou d'affaires tu travailles, ça n'a juste pas de bon sens. Et puis, normalement, les valeurs de Lean, les valeurs de l'agilité, puis aussi les valeurs que les groupes DevOps qui avancent se donnent, devraient modifier ce comportement-là. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est un des principes. Là, je ne me souviens pas, excuse-moi, je vais être franglais un peu parce que tu sais, je travaille tout le temps en anglais. Fait qu'on emploie le terme tune your behavior. Oui, il y a un changement de. Tu sais, dans le DevOps, Ouais. une des, on va dire, valeurs, c'est. On parle d'ouverture et tout ça. Puis c'est aussi changer aussi les mentalités. Là. Je pense qu'au final, bon, l'incident, c'est pas de trouver un coupable. Tu sais, je Non, veux dire, il faut arrêter d'essayer de trouver un coupable. non, Puis on veut juste dans- qu'il en parle la prochaine fois. on en parle, puis que tout le monde en profite. Ouais. Parce qu'il y a pas, tu sais, il ne faut pas voir l'échec comme une chose nécessairement mauvaise. On apprend toujours des échecs, puis des, des défaillances d'un système ou d'un logiciel, là, ça fait partie de la vie. Eh Puis oui. penser qu'on va bâtir le meilleur logiciel puis qu'il va être 100% fiable, c'est utopique. Donc, Ah, c'est de voir, au final, là, c'est ça qui a changé. Tu sais, on n'est plus comme dans les années 60 qu'on envoyait quelqu'un sur la Lune ou des personnes sur la Lune. Ben, il n'y avait pas vraiment de marge de manœuvre. Tu sais. Il faisait tout en fonction. Il calculait les probabilités là, que tel morceau brise, là, puis on pense qu'on a un bon. Parce que quand tu avais dépassé, mettons, le 400 km/h, 400 km de hauteur dans l'espace, à revenir aux 1000 400 km. 000 kilomètres. Oui, mais mettons juste la station spatiale est à peu près à 400 km au-dessus de OK. nos Ah têtes. oui, Hein, kilomètres, est-ce que c'est beau? kilomètres. Mais tu sais, quand tu t'es rendu à un certain niveau, là, tu ne reviens pas là, si tu as, un problème. Là. Que là, Exact. tout était designé pour éviter la défaillance. Mais là, de nos jours, on se rend compte que avoir 100% de défaillance ou avoir peut-être 9% de. C'est 99 avec 9, c'est comme illusoire, puis peu utile et très, d'un point de vue business, c'est pas rentable. Peut-être que tu es mieux de designer ton logiciel pour dire, ben, c'est quoi? Ça se peut que tel morceau brise, mais au final, il faudrait que ton utilisateur s'en rende pas compte. T'sais? Puis, je vais mener un nom de compagnie, pas pour ça que je suis le plus grand fan, mais mettons Netflix, que tout le monde connaît. Oui. Et eux ont développé, au final, des logiciels qui, leur but, c'est d'aller mettre du chaos dans leur infrastructure et dans leur logiciel. Ils vont volontairement tuer des serveurs, des programmes, shutter down des data centers complets. Puis, c'est quoi? Ils n'ont aucun contrôle C'est les seuls là-dessus. qui font ça ou il doit en avoir. Non, 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 mais ça a été les premiers un peu à en parler, là, puis On a du temps, on a du budget, scrapons nos machines, scrapons nos ben, briques. c'est pas scrapons, c'est que comme l'échec fait partie maintenant de la réalité, on Ouais. n'avait pas assez de designer 100% et à s'attendre 100%. Ouais, Donc, c'est ça. Tu t'en rends plutôt pas que compte. de, OK, vas-y, excuse-moi, vas-y. donc, plutôt de dire, ben, je vais faire un serveur, là, puis là, il va être tellement inattaquable, il va résister à tout, là. On va dire, ben, je vais en monter 4 plutôt, puis si j'en perds 3 sur 4, là, tu ne devrais même pas t'en rendre compte comme utilisateur. Mais ils ont développé ce qu'on appelle, on appelle ça le logiciel Chaos Monkey. C'est carrément Ouais. un singe qui brise les fils dans un data center, là, mais d'un point de vue logiciel. Puis ça fait qu'au final, quand il y a eu des grandes pannes sur AWS, je me souviens d'une il y a 5-6 ans, Ouais. je pense que c'était le service Amazon S3 dans la région nord-américaine qui avait lâché prise. Puis là, j'avais vu plein de sites qui étaient down, GitHub et compagnie. Mais C'est fou, Netflix, ça ouais. avait comme fait Mais OK. il avait remonté ça assez vite quand même, là, dans un Ah temps. oui, oui, au-delà. Mais je veux dire, au final, eux avaient tellement des années pour dire ben, OK, c'est plate, j'ai plus mon data center. Puis non seulement ça, ils ont été contents. Ils disaient hey, enfin,
je peux tester telle chose parce que là, ça a brisé, je peux voir le comportement, puis comment améliorer la première fois. C'est ça la culture DevOps aussi. Là. Ouais. C'est pas de dire, hey, tu fais de la développement, puis tu fais des ops, puis tu fais tout en même temps. Non, non. Bon, ça a l'air pépère, cette affaire-là. C'est ça, ça a l'air d'être. C'est ça que ça, je te disais tantôt, c'est que les gens qui ne se mettent pas les mains à la pâte et qui ne remontent pas les environnements en panne, ils ont une espèce d'idée licorne de ce que c'est. Puis, ils vont déblatérer, ils vont faire des livres. Puis moi, ça me fait parce que je connais beaucoup de Scrum Master, puis même d'autres coachs agiles qui sont là. Ouais, il n'y a rien là. Tu sais, DevOps, c'est juste des outils d'automatisation, puis une couple de gars. Ils sont sexistes en plus, ils ne s'en rendent même pas compte parce qu'il y a des femmes là-dedans. J'en connais une. Moi. Ben oui. Tu sais, mais ils font juste là, s'assurer que les affaires fonctionnent. Non, c'est pas de même que ça marche. Puis je pense qu'ils n'ont pas vu des grandes équipes. D'ailleurs, moi, je suis content. Des fois, je côtoie une équipe ici à Touloum qui travaille sur du défi, là, du Decentralized Finance, puis ils font des applications, des ledgers, puis ils poussent à bout les blockchains, les components qu'il y a dans les blockchains. Là, peut-être qu'on rentre trop technique pour le monde, mais là, écoute, je pense pas de mes auditeurs, là, s'ils sont intéressés à Daryl Agiles parce qu'ils sont un peu là-dedans. Là. Mais on va essayer de. Mais ce que je voulais dire, là, c'est que oui, il y a des choses qui sont complexes, mais moi, souvent, ce que les ingénieurs me disent, c'est complexe parce que les gens, ils ne connaissent pas ça. Quand on le comprend, quand on comprend la chose, puis qu'on se donne la peine d'expérimenter avec ces différentes components-là, qu'ils soient matériels ou éligibles comme des scripts, ben, ça nous permet de comprendre mieux. Puis oui, c'est toujours du risque, puis oui, c'est toujours du chaos. Puis si ça brise jamais, ben c'est impossible. Puis si ça brise jamais, ça veut dire qu'on ne peut jamais s'améliorer. Donc, il n'y a pas de cycle de ça. Il n'y a pas de rétroaction. Là. Non, c'est ça. Puis là, tu parlais justement de briser puis d'expérimenter. Dans je veux dire, les livres que j'ai lus, là, Ralph en parlait la dernière fois. D'ailleurs, je l'ai avec moi. Il me parlait du fameux de Phoenix Project. Ah oui, c'est toi qui m'as dit que c'était un roman, finalement. Oui, à la base, c'est un roman. Puis, OK, moi, je pensais que c'était un livre technique. Non, ben, c'est sûr que si tu n'as pas un background technique, il parle, dans le fond, c'est l'histoire d'un administrateur système. Parce que moi, quand je l'ai lu, dans le fond, là, j'étais dans une compagnie que je n'aimerais pas. Puis, je me voyais dans le protagoniste principal, le personnage principal de l'histoire, parce qu'il faisait le même travail que moi. C'est bon. Je pouvais, tous les personnages. C'est un roman pour les geeks, finalement. Non, c'est pas tant pour les geeks que comment ça fonctionne dans une entreprise. Je peux résumer l'histoire sans spoiler, parce que c'est pas important. Oui, absolument. Tu as une nouvelle, on va dire, directeur technique qui est engagé. C'est quelqu'un qui est dans une compagnie. Puis, je pense qu'ils vendent des pièces d'auto. C'est pas vraiment important ou des outils. T'sais. Puis, lui, il s'occupe de l'informatique. Puis là, il y a une promotion, il devient directeur. Puis, ça me fait penser un peu à mon cheminement. Puis, là, il arrive. Puis là, écoute, by the way, tu es directeur, mais dans une semaine, 2 semaines, là, on lance le plus gros produit en ligne parce que là, on est rendu tellement dinosaures que nos compétiteurs nous battent. Puis, il faut que ça soit livré. Là. Puis là, c'est un gars des ops. Là. Puis là, il y a tout ce que tu peux faire de mal dans le lancement de produit, là, se fait. Là. Tu as des gens, là, tu as de la politique avec des gens qui essayent de, comment on dit ça, là, parler dans l'oreille du boss pour avoir telle affaire. Tu as un développeur ou un intégrateur, plutôt dans l'histoire, celui qui est comme central dans la compagnie parce qu'on parle de DevOps, on pourrait dire, quelqu'un ne connaît pas ça, c'est un DevOps parce qu'il fait le lien entre le produit, puis il met en place, puis il fait des sauvetages héroïques parce que là, il réussit à 3 heures du matin à trouver tel patch, puis dans le fond, au final, pas au final, mais à la moitié de l'histoire, tout crash, c'est un désastre à tous les niveaux. On pense que la compagnie va fermer. Puis, comme je vous ai dit, les personnages... Hein? Tu es en train de nous donner le punch? Non. Mais c'est parce que dans le fond, après, là, le gars, il revient, puis là, il essaie d'implémenter ce qu'on va appeler du DevOps, c'est-à-dire, on va commencer à faire un peu comme un Scrum, on va commencer à faire des tâches sur un papier, on va les mettre, puis on va les bouger, on va les prioriser. Donc, déjà, il y a un lien avec l'agilité. Puis, on commence à travailler ensemble, on va essayer aussi d'automatiser, parce que si entre le dev et les ops, le dev développe, il n'a aucune idée de l'environnement qui est réel, parce qu'il n'a pas testé. Il a développé dans son coin, mais il n'a aucune idée que quand il va y avoir 100 000 personnes qui vont embarquer dessus, bien, ton logiciel, ton serveur, il va planter parce que tu n'as pas assez de capacité. Donc, dans le fond, c'est un roman qui
qui essaie un peu de faire de l'éducation, puis qui est hyper intéressant. Puis, moi, je suggère, puis tu sais, ça met les bases sur ce que ça devrait être du DevOps. Ça montre un peu le changement de culture dans l'entreprise. C'est sûr qu'au final, ils finissent par mettre en place le logiciel, ça va super bien. Fait que Mais écoute, ça, c'est le ils ont genre de été livre que tu bas, là. suggérerais au prochain party de Noël qu'on donne au CTO ou au vice-président TI. Là. Oui, bien, à vrai dire, l'ancienne Tout le monde. compagnie que je travaillais avant de partir, j'en ai offert 2 au vice-président et à la vice-présidente parce que j'étais comme, vous devriez lire ça, là. Je vous l'offre, ça me fait plaisir. Merci pour toutes les années que j'ai travaillé avec vous. Puis là, on avait ça Voici acheter mon une boîte. cadeau, là. Hein? On avait ça acheter une boîte. Ou... Non, non, j'ai acheté 2. Puis, tu sais, dans le bon, c'est que c'était juste pour dire, ben, écoute, je pense qu'il y a des problèmes. Ben, on savait, là, il y a des forces et des problèmes dans la compagnie. Puis, je pense, tu sais, ce type de livre-là, du moins, va vous amener à vous remettre en question puis aller vers un changement de culture au final. Ouvrir un esprit à quelque part. Parce Oui, que oui, c'est ça, là. C'est comme des fois, tu sais, quand tu es trop proche de ton arbre, ben, tu ne tapes pas pour la forêt, puis tout a l'air d'une catastrophe. Puis, dans le fond, si tout le monde travaillait dans la même direction, tu sais, si on revient là, tu sais, euh, une des choses, tu sais, on parle de DevOps, on parle encore de la culture DevOps, puis tu sais, une des choses, des fois, tu dis, ben, si tu veux que le développeur, par exemple, comprenne mon travail, puis il faudrait qu'il apprenne aussi à partager euh, parlez-vous. oui, mais pire que ça, mettons, là, c'est toujours moi qui se fait réveiller à 3 heures du matin parce que tu as codé, excuse-moi, comme un cochon. Puis que, tu sais, je te dis le lendemain, il t'est arrivé ça, puis tu dis, ouais, mais là, mais c'est pas toi qui te fais réveiller. Tu peux pas comprendre ma douleur, tu sais. Donc, là, je vais devenir de plus en plus frustré parce que à chaque fois que je vais te voir arriver avec tes projets, je dis, ah, maudit, ça Ça, va ça, encore planter, là. j'aime bien ça, ce que tu dis là, parce que je sais que c'est des choses que tu as vécues, puis que d'autres de tes collègues vivent. Puis, tu sais, on parle de l'empathie, tu sais, on parle de. Tu sais, il y a Oui. plein de gens qui essaient de faire des choses en RH, puis tu sais, pour moi, RH, c'est relations humaines. C'est pas Mhm. ressources. On n'est pas des ressources, Chris. On est des humains, fait qu'on devrait être en relation. Puis je pense que quelque part, tu sais, puis ça, j'ai envie de passer des messages, je vais en profiter, là. Les gens qui n'arrêtent pas là, de se masturber sur LinkedIn puis sur Medium, là, à écrire des blogs là, de faux débats comme les rétrospectives, ça ne sert à rien. On ne dit pas d'attendre la rétrospective pour te parler de ces affaires-là. Mais je pense que la rétrospective, c'est peut-être le seul endroit dans le système Scrum qui te permet, en équipe, de façon transparente, de, de te dire, de résumer ce qui s'est passé pendant l'itération pour apprendre ensemble à faire mieux, pour Mhm. que tout le monde ne se fasse pas réveiller à 3 heures du matin, Mané. On Puis, sait que ça peut arriver, parce qu'il peut, puis ça, comme tu puis disais ça va tantôt, arriver, là, tu sais. ça va Moi, ça arriver. m'est arrivé Est-ce de que ça faire mes pourrait trucs en. arriver? Est-ce que ça pourrait arriver juste à cause que peut-être qu'il y a une panne d'électricité puis que le CPU n'a pas reparti ou des choses comme ça, et non pas parce que quelqu'un décide de travailler dans son petit coin puis de rien partager, par exemple. Tu sais? Puis, Puis, à la limite, quand je reviens à la base, c'est correct tu sais, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de contrôle. oui, Puis c'est correct qu'il y a des bugs. J'en ai pas de problème. C'est d'augmenter un peu la rétroaction. Là. Je revenais encore à ce livre-là qui essaie de mettre quelques bases. Ils ont proposé 3 choses. Ils appellent ça les 3-way, les 3 voies. Donc, la première, encore là, on vient à l'histoire de Velocity. Je sais que tu n'étais pas un grand fan, mais dans le fond, c'est augmenter le flux vers la business. Ça, c'est la première voie. C'est là que la mathématisation elle arrive, les compagnies, puis comment je peux aider le développeur à déployer le plus rapidement possible en production. Puis là, la deuxième voie ou la deuxième étape, c'est comment je peux, en tant qu'Ops, augmenter la rétraction vers le dev. Comment je peux dire au dev, tu sais, là, ton logiciel là, à 3 heures du matin, quand il part à faire telle chose, là, ben là, ça cause tel problème. Là, une des façons, c'est augmenter l'outil, la surveillance, le monitoring, de donner des logs, mais pas juste en tant que moi, Ops, mais que le développeur, au final, hey, je suis capable de voir comment mon logiciel réagit à telle situation. Donc, il y a une rétraction. Donc là, tu complètes la boucle. C'est beau d'aller dans un la sens. troisième, c'est quoi? La troisième, c'est d'augmenter l'expérimentation. C'est là, tu as une grande boucle, puis à l'intérieur, il dessine un peu comme des petits cercles à chacune des étapes d'expérimenter. Tu sais, d'avoir pas peur de on va tester telle chose, là, on va voir comment ça réagit. Comme tu as tout automatisé, mais si tu fais un nouveau feature, puis tu le testes à chacune des étapes, puis là, tu expérimentes, ah, si je fais telle chose ou telle chose,
réagit comme ça, ou par exemple, tu vas faire d'un point de vue développement, tu vas mettre des hidden features, c'est-à-dire que tu vas arriver sur une page, puis dans ta page, je ne sais pas, mais il y a des fonctionnalités qui ne sont pas activées, mais le code est déployé. Puis, si tu rentres par telle URL, mettons un testeur, ben, tu vas voir les nouveaux features. Que là, tu vas voir comment un testeur dans l'environnement de production, mais un utilisateur, mettons, qui est conscient, va faire fonctionner avec la nouvelle version. Puis, tu vas pouvoir avoir des indicateurs parce que tu as fait de ton monitoring au niveau de ton application. Puis, où tu vas essayer de faire des fonctionnalités où 50 de mes utilisateurs vont voir la page de telle façon, puis 50 autres vont voir de l'autre façon. Puis là, tu commences à voir c'est quoi les comportements. Parce que je t'écoute attentivement, puis ce que tu décris là, tu sais que la manière que j'ai appris Scrum, moi, je l'ai appris, j'ai eu la chance de l'apprendre, non seulement sur le tas, mais aussi avec les gens qui étaient des co-créateurs de ça. Puis tu viens de décrire, dans le fond, parce que tout le monde a une idée de Scrum, puis ils ont une idée du DevOps. Mais en réalité, je comprends pourquoi la plupart des équipes DevOps me demandent de les aider avec Scrum. Parce que ce que tu décris là, dans tes 3 voies, là, ce que tu dis, c'est dans le livre du Phoenix Project. Ben, écoute, je pourrais te le montrer pendant que tu fais ton intervention. Là. Parce qu'on non, mais c'est intéressant. Là. OK. Oui. Mais c'est parce que moi, je fais des liens dans ma tête. Moi, je suis comme ça. Puis tu sais que je suis un grand passionné dans ce que je fais, puis c'est pour ça que j'aime ça. Puis quand j'écris. Je ne sais pas si vous voyez un peu, là. Tu as la première voie, les devs vers augmenter la vélocité. Exact. Après, c'est les devs vers les ops, puis vers les ops qui fait de la rétroaction. Puis à l'intérieur à chacune des étapes, là, expérimenter, tester et compagnie. Donc, c'est très théorique, mais non, parce que c'est ça, quand tu m'as décrit tes 3 voies, puis là, on le voit en image. En tout cas, on s'excuse pour les gens du Daryl Agile, vous ne le verrez pas, mais venez sur mon canal YouTube. Vous pourrez le voir. Je vous enverrai vers des liens, je te donnerai des liens, puis les gens pourront les voir. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand mon mentor m'expliquait, il me demandait tu étudié en physique assez pour comprendre la substension? Tu sais, c'est quoi la substension, toi? Rafraîchis-moi la mémoire. La dynamique des interrelations entre les atomes et les différents éléments. Mais il dit, tu appliques ça à des équipes qui ont besoin de travailler ensemble. Pas qui ont besoin et qui veulent travailler ensemble parce qu'il faut qu'il y ait l'attraction. Il m'expliquait un truc des atomes avec l'attraction, avec les protons, tout ça. Donc, la substension, c'est toute la dynamique de l'interrelation. Puis, quand tu décrivais tes voies, c'est ça que j'ai vu, parce qu'au début, tu as une première interaction. Après ça, là, tu as un autre élément qui se jumelle à ça, puis l'interaction continue, jusqu'à temps que, et il y a juste d'une manière empirique que, tu peux observer ce que les gens observent en physique, mais que lui, après ça, avec son background en physique, il me disait, je regarde les équipes Scrum, puis c'est exactement ça. Au fur et à mesure qu'ils apprennent ensemble, empiriquement, ils sont capables de déployer d'autres formes d'interrelation. C'est interaction et interrelation. C'est super important. Si je traduis bien en français, là, interaction and interrelation, c'est la même chose. Il dit que c'est ça qui est important. Parce qu'il dit, tu aurais beau avoir les meilleurs coachs, les meilleurs Scrum Masters qui t'apprendraient ces choses-là. C'est pas de même, ça marche. Il faut que les gens veulent aussi. Il faut qu'il y ait cette capacité-là d'interagir. Tu parlais justement de quelle façon ils peuvent avoir la rétroaction plus rapidement pour corriger le tir, et ainsi de suite. Donc, puis c'est de la façon de briser les silos aussi, parce que c'est une dynamique. C'est ça. Donc, oui, c'est ça. Puis tu sais, moi, où je suis moins d'accord, on va dire, dans la perception populaire que c'est maintenant un développeur qui fait des opérations ou un opérateur qui fait du développement. Un opérateur qui code. Non, c'est ça, tu sais. Là, ça m'accroche parce que développeur de faire le travail que je fais tous les jours. Je veux dire, je pense que les gens qui travaillent dans mon domaine sont très bons, des fois un peu trop spécialisés. C'est pour ça qu'il faut un peu se rapprocher de ce que les autres font. Ça, je pense que c'est important. Mais à un moment donné, c'est comme les développeurs qu'on appelle full stack. Hein? Ça, tu as sûrement entendu parler de ça, oui. Hein? Ceux qui font du front-end et du back-end. Les recruteurs qui écoutent, là, écoutez attentivement ce que Yannick va dire. Vas-y. C'est correct. Pourquoi le mot full stack est arrivé? Ben, dans le fond, au début, tu avais la page web, hein? Puis c'était simple. Tu avais la page web, c'est écrit en HTML, puis même moi, j'en ai fait dans ma vie.
il était complètement first, mais c'est une page web. Moi Et il aussi, y a j'en des fais gens à un du moment donné un peu plus, avec un côté plus artistique, puis plus orienté usager. Ils sont arrivés et disent, ben écoute, là, ta page Hey, web, là, d'ailleurs, ça reste que. Tu viens de me donner l'idée de 4-5 autres émissions là, en parlant de ça, autant au niveau de l'impact sur l'intelligence artificielle, l'impact sur les façons de travailler avec le blockchain ou pas, parce que je pense que le blockchain, c'est ça le vrai web 3.0. C'est la capacité du peer-to-peer en tout cas, tu viens de me donner plein d'idées. Puis j'ai vu récemment des gens qui ont une certification de développeur, mais ce n'est pas des développeurs, mais c'est du. Je ne me souviens pas du nom de ça. Ça a l'air relativement nouveau, mais ce qui m'a fait rire, mais je me suis roulé à terre, puis je vais me permettre d'être baveux, je suis sur Daryl Agile, après tout, c'est que ça a l'air d'être une certification qui est faite par PMI, ou en tout cas, c'est en association avec le Project Management Institute, puis ça donne une certification de self-programmer, une affaire comme ça. C'est du c'est self-something programmer, comme s'ils convertissent n'importe qui, là, ma tante Ginette pourrait programmer demain matin. ben oui et non. Je veux dire, je vais juste finir mon histoire pour Ouais, vos auditeurs. Bon, tu as ta page web, à un moment donné, ben, on a besoin de plus d'interaction. On a besoin peut-être d'avoir une base de données pour avoir de l'information qui va être persistante, puis peut-être un autre morceau qui va parler à la base de données, qui va envoyer ça à la page web. Puis là, à un moment donné, tu as eu comme deux branches. Tu as les back-ends, ceux qui vont faire plus l'intelligence de l'application web, et tu as ceux qui font tout le front-end, qui vont plus au niveau ben, à quoi ressemble la page web, est-ce que le bouton est à la bonne place, est-ce que d'un point de vue utilisateur, ça a de l'allure, est-ce qu'il est responsive design, est-ce que sur un ouais. portable puis un téléphone, ça va fonctionner de la même façon. Donc, puis après, ben, il y a des personnes qui ont été capables de combiner les deux. Puis éventuellement, il y a des langages qui ont été capables de combiner les deux. Celui qui vient à l'esprit principalement, c'est JavaScript, qui maintenant on peut faire du front-end. La plupart des sites web sont en JavaScript de point de vue, on va dire, interface graphique. Puis maintenant, tu peux utiliser JavaScript aussi pour faire du back-end. Que là, tu as un genre de développeur qui peut faire un peu tout. Mais moi, je pense qu'en réalité, il y en a un qui est Ouais. vraiment meilleur d'un côté que de l'autre. C'est comme les frappeurs au baseball en bidex. Ils sont toujours meilleurs d'un côté puis de l'autre. Puis Mais il ça, n'y a pas j'allais de dire, mal. la grosse question, puis ça aussi, ça serait le sujet d'une toute autre émission, surtout qu'on vient de dépasser 1 heure. Non, mais c'est super intéressant. Mhm. C'est quand on dépasse dans l'air, c'est super intéressant. Puis en plus, tu donnes des idées pour aller au-delà de ce qu'on voulait parler, qui était le DevOps, proprement dit. Parce que là, on voit que quand on rentre là-dedans, il y a des spécialités, il y a des forces, il y a des faiblesses. Puis comment on veut faire travailler ces gens-là ensemble avec la dynamique des interrelations, avec l'empirisme, avec apprendre de ses erreurs. Fait que c'est toutes des valeurs qui sont au-delà même. C'est vraiment du next level agile. C'est du next level DevOps, peut-être qu'on pourrait appeler ça, je ne sais pas. Mais, mais tu sais, quand tu regardes ça, c'est tout un environnement en ébullition. Puis surtout avec, je pense, moi, les prochains 5-10 ans, si les gens, tu sais, on parlait de vélocité tantôt, c'est pas que je déplace ça, mais il faut comprendre que quand tu expérimentes avec des équipes, puis tu veux les amener à gagner, la vélocité, ça devrait regarder seulement que ces équipes-là. Pour être capable d'identifier la capacité qu'ils ont à livrer de la valeur, comme tu disais à l'entrée du jeu tantôt. Parce que c'est bien beau de promettre quelque chose à business ou au product owner, mais si tu n'as pas, si t'as pas validé ta capacité, donc ta vélocité, ben là, tu vas te planter. Fait que là, la vélocité devient une arme à double tranchant puis là, ça défait toutes les valeurs, justement, de collaboration qu'on est supposé avoir. Alors, c'est pour ça que moi, en tout cas, en tant que consultant stratégique et coach d'équipe, je dis non, 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 non. La vélocité, c'est l'équipe qui va devoir utiliser cet indicateur-là parce que c'est un objectif à long terme quand l'équipe apprend à travailler ensemble, quand l'équipe est capable de bien communiquer, quand l'équipe elle connaît ce qu'elle peut faire, là, tu vas obtenir de la vélocité. Mais l'objectif ne devrait pas être ta vélocité. Je ne sais pas si tu vois un peu la différence. Je ne suis pas en train de dire que je suis contre la vélocité, mais la première chose que tu devrais mettre en tête de liste, c'est la capacité à travailler ensemble, à se comprendre et à bien saisir. C'est pour ça que le gros débat qui existe encore, pour ça que c'est une émission qui s'en vient sur The Real Agile d'ailleurs, seul ou accompagné, on va voir, sur le sizing and estimation. Ben, justement, la vélocité vient défaire cette capacité-là aux équipes, de tout métier confondu, d'être capable de. On fait-tu de l'évaluation ou on ne fait pas de l'évaluation? C'est un gros débat en ce moment là, dans Lean, Agile. Là. Mais l'idée, c'est que tu n'as pas. Si tu sais ce que tu as à faire,
ben, tu es supposé être capable de dire ça va me prendre tant de temps avec la collaboration de X, Y, Z. Puis, mais en même temps, si c'est une nouvelle équipe, puis il y a beaucoup d'attrition dans l'équipe, tu ne vas jamais atteindre cette capacité-là de sizing and estimation. Tu comprends? Donc, tu n'atteindras pas ta vélocité. Mais là, si tu arrives et tu as un CTO qui dit non, moi je veux de la vélocité tout de suite, ben tu viens juste de Non, créer. puis c'est ça. Puis, Fait que ça ne marche pas. on s'en revient encore à DevOps. Pourquoi tu peux, au final, augmenter la vélocité? Puis quand on dit augmenter la vélocité dans ce cas-ci, c'est d'augmenter ce que tu peux déployer le plus rapidement en production. Tu sais. Je te donne un exemple. Tu as une erreur bête et méchante dans ton site web. Tu as fait une faute d'orthographe. Ben, ça devrait pas prendre 3 mois à la corriger parce que tu as Ah, 20 étapes. C'est dans non, ce je comprends, sens-là que mais ça, c'est la pas de la vélocité, vélocité. ça. Ça, c'est de Ben, c'est comme l'efficacité. ça que le mouvement DevOps définit leur défi. C'est pousser un feature qui est demandé entre le moment où, par exemple, on va dire un propriétaire ou un client écrit un billet, dire il y a telle fonctionnalité qui marche tout proche, et le moment que c'est corrigé, c'est comme ça, eux, interprètent la vélocité. Là, les gens sur le podcast, ils ne me voient pas à face, mais j'ai un gros sourire. Je vais dire pourquoi j'ai un gros sourire. Parce que je pense qu'on n'utilise pas le bon poids dans le mot. Parce qu'en réalité, même les gens d'Extreme Programming qui sont hyper dans la rapidité de ce que tu dis là, c'est eux qui sont responsables dans le manifeste agile de la quatrième valeur. Tu peux sûrement me la nommer avec ce qu'on parle. Éclaire-moi, il est rendu probablement 10h30, 11h de mon Pour toi, oui. côté. C'est répondre aux changements plutôt que de suivre un plan. Mm-hmm. Fait que quand tu me dis, oui, tu as l'aspect itératif incrémental, mais tu as l'aspect aussi pour les gens de support. J'aime mieux appeler support, opération, les deux, d'être capable de rentrer puis de faire une modification, d'où un bon CSM. Non, je me suis trompé, un CMS, Management Ben, entre autres, un Content Management System, en tout cas, je pense que c'est ça que je ça. voulais dire. Ben, c'est qu'il permet à toutes sortes d'utilisateurs, avec certains accès pour pas tout briser à la machine, d'être capable d'aller faire. Fait que ça, on parlait de l'accessibilité aussi beaucoup, puis on parlait de l'unification. Mais en tout cas, écoute, Yann, tu viens de le dire, il est tard pour toi au Québec, puis moi, je vois mon compteur, ça vient de faire une 17, je pense. Je vais aller voir du côté, ouais, une 3, c'est bon, c'est bon. Fait que tu vas-tu revenir? Peut-être que tu vas revenir. Ben, probablement qu'on va revenir parce que clairement, je n'ai pas été au bout de mes choses, mais Ah je vais terminer un peu parce que dans le fond, mon apparition ce soir, c'était dû à une observation ou un commentaire dans l'ancienne où que, bon, on ne va pas nécessairement le nommer, ton invité parlait, disait, ben, ça va finir par exister le DevOps. Non, ça comme personne. comme personne. Tu sais, je suis comme, moi, je pense que en étant consultant, les firmes de recrutement, pour moi, c'est un business partner. Que je m'attends à ce que mon business partner dise la vérité à son client potentiel. Puis des fois, combien de fois on dit, tu as quelqu'un, un client qui dit hey, je veux telle chose. Là, tu dis attends, c'est quoi que tu veux vraiment? C'est quoi ton besoin? Puis là, quand tu t'expliques, tu dis ah, tu veux, mettons, le cas classique, tu veux un intégrateur qui va aider à bâtir un CI/CD, des trucs comme ça, monter les tests d'automatisation. C'est ça que tu veux. Oui, mais je pensais que c'était DevOps. Non, c'est pas DevOps. Justement, c'est pas plutôt une équipe qui va faire ce que tu viens de dire là et non pas un Non, mais individu. il y a des. Parce que là, on revient encore aux outils. Souvent, les Okay. outils vont dire ben là, j'utilise tel Jenkins avec du Puppet, avec Non, c'est des parce que moi, containers je dans te dis ça, c'est que Kubernetes. Puis... quand je facilite un release management plan ou c'est même plus que ça, c'est plus un working agreement entre justement différents spécialistes. C'est là qu'ils décident s'ils veulent aller dans un mode actif ou proactif de CI/CD, de Continuous Integration, Continuous Development. Puis là, ils regardent parmi eux, parmi elles, ils ont-tu justement les bonnes personnes à l'intérieur de l'équipe qu'on est en train de monter pour le faire. Moi, j'assiste souvent à ces discussions-là comme facilitateur, d'aider les équipes à se former puis à s'entendre, justement. C'est comme entendre le travail. Fait que là, ça revient encore une fois que nos firmes partenaires, en tant que consultants, ils ne font pas la différence entre une personne, un poste qui est demandé, Une puis façon de faire. exactement, puis c'est une façon de faire. Donc, et puis DevOps, je pense que c'est sans doute la plus grosse maladie parce que moi, j'en ris encore. On a beau faire de l'éducation, on a beau entraîner les gens avec talent agile, entre autres. On voit souvent ça, là. Je cherche un DevOps. Je Puis, tu cherche. sais, puis je peux comprendre les firmes aussi de leur côté. Tu sais, on est en affaires, tu veux, en guillemets, faire plaisir à ton client. Tu te dis, hey, écoute, l'autre, il veut des DevOps et compagnie. Je sais que c'est pas ça, là, mais je vais lui donner.
Puis combien de mes collègues ou amis ou connaissances vont mettre Hey, je suis DevOps dans leur CV parce que ça paraît bien, c'est Ouais. le buzzword dans ce temps-ci. Mais Ah, peut-être mais c'est tout des personne en disant buzzwords. ça. Puis ça, je peux Oh, et te puis on est, dire, je peux te on est dans dire la que pour on est avoir. dans les buzzwords, là, Oui, c'est mais je peux sûr. te dire que moi, j'ai la chance, je ne crois pas à ça, là, mais for lack of a better word, je vais appeler la chance, là, mais ce n'est pas de la chance. J'ai l'occasion, tiens, c'est ça, j'ai l'occasion de travailler à l'international, un. Puis deux, là, en ce moment, j'ai l'occasion de me frotter avec des équipes, puis avec du monde, avec le fameux D3 Summit Conference, hein, D3, c'est pour Decentralized, Distributed Network and Disruptive Ways of Doing Things. Fait que là, moi, je me rends compte, là, je ne veux pas être méchant, là, mais au Québec, là, il manque quelqu'un avec une pelle pour fracasser un peu ce monde-là. Parce que ce soit au niveau des recruteurs, que ce soit au niveau des films, les films de consultation, puis je vais les nommer, j'ai même pas peur. CGI, Tech Systems, ces grosses boîtes-là qui promettent n'importe quoi aux clients, là. Puis que là, après ça, ils ont un contrat signé, puis là, ils sont pognés à donner là, 3 formateurs, 22 coachs agiles, 8 Scrum Masters, puis 9 DevOps, comme par hasard. C'est là qu'ils arrivent en ligne de compte. Fait qu'ils ne se rendent pas compte, mais il va falloir arrêter. Moi, je pense que. Moi, j'ai entendu des choses aujourd'hui dans la conférence des trois, là, au niveau justement des relations humaines, parce que c'est ça le mot-clé, là. C'est plus des ressources humaines, c'est des relations humaines. Ils ont dit non, 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 non. Là, c'est pas vrai que ce soit à l'interne ou à l'externe avec des firmes, il faut faire de la coéducation. Hein, c'est ça le mot qui est sorti. Parce que toi, tu m'apprends des choses, Yannick, puis tu apprends des choses à mes auditeurs. Moi, j'essaie d'apprendre. Puis je ne sais pas si tu as remarqué, quand je ferme mes choses, je dis tout le temps ça. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, puis j'espère que vous allez m'apprendre quelque chose. Non seulement pour que j'améliore mes talents d'influenceur en business agility et tout ce que ça implique, mais aussi que peut-être que c'est un peu ce que tu fais là. C'est pour ça qu'on a fait l'émission là, parce que tu avais envie de dire hey, attends un peu, moi j'ai envie de vous éduquer sur un autre aspect, sur d'autres perspectives de ce que c'est DevOps et de ce que ça pourrait être et devenir. Et surtout sur ce que c'est pas, parce que, ouais. dans le fond, il y en a qui pensent, encore là, hey, si je fais du DevOps, si j'engage un DevOps, j'ai plus besoin de développeurs, j'ai plus besoin de Ops, parce que ça va être une personne. Donc, Non, si tu veux un genre d'Einstein avec le salaire de Mère Teresa, non ben c'est puis tu vas ça. me dire, je vais le payer moins cher. Mais c'est pas de même que ça marche Mais dans la vie. ça, ce que je me suis rendu compte, même avant la crise mondiale qu'on vit maintenant, mais qui est supposé être un never let a crisis go to waste. C'est peut-être la même chose un peu quand tu me disais que Netflix pétait ses serveurs ou que ce qui est arrivé chez AWS. Ben, c'est ça. Ne laissons pas aller ça au gaspillage et profitons-en pour. Mais Profitons, apprenons de nos erreurs. Apprenons de nos moi, je te le erreurs. dis, mais là, c'est au-delà d'apprendre nos erreurs, c'est de proactivement transformer vraiment les manières de faire, les mentalités et la fameuse coéducation, c'est-à-dire que c'est plus vrai qu'un client là, dans le domaine des affaires, comme nous on fait, là, puis en mode consultation, là, c'est plus vrai ça. Quand tu t'engages un consultant là, avec les talents que tu as, Yannick, ou les miens, je m'excuse, là, je vais être grossier, là, mais c'est comme ferme ta gueule, puis laisse-moi faire ma job. Tu m'as embauché pour quelque chose. Fait que, écoute un peu. J'ai l'impression que les gens, ils ne s'écoutent pas, puis que les gens, même si oui, en Amérique du Nord, pour nos auditeurs européens, on a moins d'hierarchie, il y a quand même des fois, au-delà de l'hierarchie, c'est comme cette espèce de peur-là de ne pas rentrer dans le narratif d'un VPTI ou d'un celui qui contrôle un peu les choses. Mais on n'est plus là, on est supposé être en 2021. Crise, pas crise, là. L'humanité, les nouvelles générations qui poussent, là, qui sont créatifs, là, ils ne veulent pas se faire dire quoi faire. Puis c'est pour ça que le Détroit, avec sa décentralisation ou la distribution, non seulement là, on parle, oui, de network, mais ça a un impact sur les humains qui sont derrière ces consoles-là, sur comment ils travaillent. Et je reviens à mon idée de subvention. Et c'est pour ça que moi, je pense que seul Scrum, configuré dans le contexte de ces équipes-là, parce que Scrum, ce n'est pas un one-size-fit-all, encore une fois, tu peux le configurer. Là. Mike Beadle puis moi, là, on avait découvert là, avec nos équipes là, qu'on avait à peu près 1085 façons minimum de faire adapter les principes du système Scrum. Parce que Scrum, c'est un système, ce n'est pas un framework. C'est un système qui va t'aider à faire des frameworks. C'est pas comme les autres. C'est pour ça que Spotify, ils ont donné d'autres noms, mais la base, c'est Scrum, mais tu fais ce que tu veux avec ça. Alors, puis non, je ne vends pas ma salade. Puis ceux qui me disent que je répète, ben, c'est parce que ce n'est pas la première fois que vous m'écoutez. Je vous remercie de nous écouter. Mais l'idée, c'est que j'ai de plus en plus de monde nouveau, là. Hein? Autant sur Telegram, autant sur YouTube que sur Instagram. Fait que c'est sûr que je dois répéter de temps en temps pour accueillir
j'ai plus de nouveaux que d'anciens là, en ce moment dans nos auditeurs. C'est pour ça que je ne radote pas, guys. Là. Arrêtez de m'écrire ces emails-là. Là. Hein, Michael? On le sait. Fait que je te remercie d'être là depuis le début avec moi, mais là, tant que je n'aurai pas normalisé le fait que je m'adresse à du monde que je n'ai pas besoin de répéter, ben, je vais continuer à répéter de temps en temps ces choses-là. Puis moi, je crois beaucoup en la puissance de Scrum parce que je sais que c'est un substantif, comme j'expliquais tantôt, la dynamique des interrelations. Et sachant ça, je sais très bien que si toi puis moi, on se monte une équipe, Yannick, avec un produit X, ben l'interaction et l'interrelation et ce qu'on va faire, ça va être celui-là. Ce ne sera pas le Scrum qu'on aurait fait peut-être chez ABC Incorporé. Tu sais, c'est ça que le monde, il faut qu'il comprenne. Et puis, il y a deux choses que je trouve que dans notre marché québécois, on ne comprend pas. On parlait tantôt du recrutement. On semble vouloir plaire à une demande au lieu d'éduquer la personne qui demande. Puis d'ailleurs, talent agile, quand je donne ma formation au recruteur, c'est non seulement on essaie d'expliquer c'est quoi la réalité objective de chacun des postes qui existent dans le monde de l'agilité et de Lean, qui inclut, je leur dédramatise, là, je leur casse le moule qu'un DevOps n'existe pas, comme personne. Puis ça, je trouve ça intéressant. Tu reviendrais-tu avec un de ces deux gars-là, justement, pour parler de l'aspect, tu sais, faire un débat constructif, là, où est-ce qu'il y aurait cet aspect-là de, tu sais, entre culture, outils, personne. Parce que moi, je trouve que DevOps, c'est le piège. Je dirais même, si c'était possible, je pense que si on veut se compléter la roue, il faudrait un dev aussi. Oui, c'est vrai. Idéalement là, si c'est possible, là, je ne vais pas mettre de pression. Là. Mais tu sais, moi j'ai une vision des choses, puis je ne prétends pas avoir la vérité. Puis là, on n'a pas vraiment parlé tant de ça de DevOps, mais je ne suis pas une personne de mode. Je suis dans le concret, on est dans le pragmatique. Là. Non, la réalité. Puis notre signature ici à Daryl Agile, c'est de parler ouvertement, puis c'est d'avoir une conversation. C'est pas de faire, puis c'est ça l'idée, c'est qu'éventuellement, puis regarde, on est juste deux, on vient de faire plus qu'une heure et quart. Fait que puis ça va être comme ça. Quand j'ai parlé avec Michael Orman sur Open Space, l'enregistrement live qu'on avait fait sur Facebook dans ce temps-là, parce qu'on rendait hommage aussi à Mike, ça avait duré 2h40. J'ai fait 4 épisodes à date d'à peu près 30 minutes. Il m'en reste 3 autres à couper. Là. Fait que mais c'est pas grave, c'est ça la beauté de l'affaire. Moi, j'aime ça, puis je veux diffuser cette information-là. Fait que moi, c'est clair qu'il y a un autre rendez-vous avec toi, avec d'autres mondes. On regardera dans quel format on fait ça. Mais je pense que c'est des sujets sans fin, puis en plus, ils sont évolutifs rapidement. Parce que si on commence à rentrer dans des exemples concrets, on n'a pas fini. Fait que je vais checker. Sauf que la plupart des développeurs que je connais qui parlaient de ça serait en anglais. Fait qu'il faut regarder. On va s'améliorer de ce côté-là, mais je pense que mon anglais devrait être pas si pire. Non, mais j'en doute pas, mais je veux juste te le dire parce que là, c'était une première, je veux que tu sois à l'aise. Fait qu'on a fait ça en français, mais puis même en même temps, c'est plate, mais c'est la Pax Americana. La majorité des subscribers. C'est obrigado. En Europe, ça parlait juste en anglais, il n'y a pas de problème. Là. Exactement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on veut atteindre le plus de monde possible de nos jus de cerveau qui sont magnifiques, ça va être ça. Là, c'est le fun. On va peut-être s'adresser un peu. Peut-être qu'on a réveillé des gens au Québec sur d'autres façons de voir les choses, d'autres perspectives. Mais, tu sais, il faut aller dans ces réalités objectives-là. On ne détient pas la vérité, toi et moi, ni personne. Personne, d'ailleurs. Là. Même les évangélistes. Là. Ça, c'est un autre sujet qu'on n'a pas parlé. Ceux qui se disent évangélistes de tout. C'est une maladie mentale. Des commentateurs, comme on dit au Québec. Comment? Des commentateurs. Des commentateurs, oui. C'est rien que ça. Alors que nous, on essaie d'apporter une réalité objective à Daryl Agile en osant parler du vrai agile. Mais le vrai agile, il n'y en a pas rien qu'un. Puis le vrai DevOps, comme cette émission-là va s'appeler, c'est juste pour titiller, pour provoquer, pour disrupter. Hein? Ça fait partie des 3D. Le disruptive qui va permettre aux gens de, justement, venez débattre, venez nous dire qu'on est dans le champ, puis dites-nous pourquoi, puis démontrez-nous pourquoi qu'on serait dans le champ, qu'on aurait mal osé dans notre vrai DevOps aujourd'hui. Alors là-dessus, Yannick, je te remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup de ton temps. Et puis, à mes coureurs, à mes joggers, j'attends vos commentaires avec ou sans don, parce que là, j'ai vu que des gens, je n'avais même pas demandé ça c'est la belle affaire. Ils m'envoient un don, puis quand ils m'envoient un don, que ce soit par PayPal en fiat money ou quand ils m'envoient ça dans mon wallet, ils me marquent des questions, des commentaires. Mais en passant, je suis ouvert à vos questions, à vos commentaires sans don. Les dons font toujours plaisir pour que je puisse...
Parce qu'en ce moment, les dons, je vais vous dire franchement, j'ai Samuel Ball, que je salue, et Anna Gorski, qui continuent à travailler pour moi et ils savent très bien que c'est difficile pour tout le monde dans ces temps un peu bizarres là, de période sombre. Donc, je ne les paye pas comme d'habitude. Et puis, fait que quand je reçois des pourboires, je divise ça à 3 selon les montants qu'on reçoit. Fait que c'est vraiment à ça que ça sert maintenant. Puis, c'est une autre façon que je pourrais vous montrer que le Flip Program de faire du revenu résiduel. Parce qu'on veut être indépendant et décentralisé justement des plateformes. Moi, jamais je vais monétiser puis avoir des publicités sur YouTube. Par contre, si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez nous aider à payer certains frais, et en ce moment, aider mes bénévoles qui travaillent pour moi, ben voilà, c'est pour ça qu'on est ouvert aux dons. Donc, PayPal, si vous êtes au Canada, Virement Interac, tous les liens sont dans la description, incluant mes key codes pour Bitcoin et Ethereum. Yannick, merci beaucoup. Un plaisir. Prends soin de toi. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Reste là. Moi, je finis le show. Puis, on se revoit très bientôt, chers Dare Real Agilistes et Agile Loungers. Ciao.